Merci, Monsieur le Président, Madame la Directrice. Donc, vous achevez cet après-midi d'audition que nous avons débuté à 15 h. Nous vous remercions bien sûr de vous être rendu disponible et on s'excuse pour le quart d'heure de décalage. Donc, Monsieur le Président Pelletier, vous êtes avocat spécialisé en droit de l'immobilier et en droit des affaires. Après avoir été président de l'Union nationale de la propriété immobilière, l'UNPI, vous êtes devenu en 1998 président de l'Agence nationale de l'habitat, l'ANA, et ce pendant 10 ans, donc jusqu'en 2008. Vous avez ensuite présidé le comité opérationnel sur les bâtiments existants à l'occasion des premières réflexions autour du Grenelle de l'environnement. Votre rôle s'est ensuite élargi au sein du comité stratégique du plan bâtiment Grenelle, dont le Premier ministre vous avez nommé président en janvier 2009. Vous avez depuis été reconduit dans vos fonctions à la tête de ce plan, qui a été rebaptisé depuis plan bâtiment durable il y a 10 ans. Et c'est bien sûr à ce titre que nous vous avons convié ce soir. Le plan que vous présidez a pour but de mobiliser les acteurs du bâtiment et de l'immobilier en vue de l'atteinte des objectifs d'efficacité énergétique et environnementale assignés à ce secteur. Vous nous présenterez l'historique, le fonctionnement et le bilan de ce plan bâtiment durable. Madame Marie Gracia, vous avez été chargée de mission, puis chef de projet au sein du plan bâtiment durable, donc auprès de Monsieur Pelletier. Vous vous êtes en particulier attaché à développer des actions de communication et surtout à animer les réseaux d'acteurs des filières concernées par le plan. C'est donc assez naturellement que vous êtes ensuite devenue, il y a exactement 1 an, directrice du collectif EFI Énergie, qui est une association en charge d'accompagner ses membres dans la conception, la rénovation et la construction de bâtiments précurseurs à faible impact énergétique et environnemental. C'est votre collectif qui anime par exemple l'Observatoire BBC et qui élabore notamment les labels bâtiments basse consommation et bas carbone, ou BBC, bâtiments à énergie positive, BEPOS et BEPOS+, EFI Énergie Patrimoine, EFI Énergie RE 2020. Vous nous en direz plus sur le détail de vos actions dans un instant. Madame, Monsieur, outre la présentation des activités des structures que vous représentez, nous souhaitons aussi vous entendre comme force de proposition. Vous partagerez ainsi avec nous vos analyses franches et informées des politiques publiques actuelles en matière de rénovation énergétique, en soulignant les qualités, mais aussi les défauts dont vous nous ferez part. En outre, également, on attend bien sûr vos préconisations peut-être pour l'avenir. Vous nous expliquerez comment procéder selon vous pour massifier, pour rendre plus efficace et accélérer la rénovation énergétique des logements. Avant de vous laisser la parole pour répondre à ces premières questions et pour un propos introductif d'une quinzaine de minutes, il me revient de vous indiquer que cette audition est diffusée en direct et en différé sur le site internet du Sénat et qu'elle fera bien sûr l'objet d'un compte-rendu. Je dois également vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal qui peuvent aller de 3 ans à 7 ans d'emprisonnement et de 45 000 € à 100 000 € d'amende. Je vous invite donc à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, et à lever la main droite et à dire « je le jure ». Eh bien, je vous en remercie, je vous cède la parole et ensuite notre rapporteur, bien sûr, ne manquera pas de vous poser un certain nombre de questions complémentaires. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs. Un mot très bref pour expliquer ce qu'est le plan bâtiment durable, puisque j'espère ou je commence à espérer que 14 ans de déploiement de travaux commencent à lui donner un début de notoriété. Le plan bâtiment durable, c'est aujourd'hui 18 à 20 000 personnes sur l'ensemble de la France que nous avons rassemblées ou que nous rassemblons autour de ce seul projet, faire en sorte que
les bâtiments à l'horizon 2050 soient basse consommation et assurent la neutralité carbone. Le plan s'organise autour de 3 fonctions principales. La première, qui a nourri ces premières années de manière intense, c'est une force de proposition. Au risque d'être immodeste, la grande part des dispositifs qui ont pu émailler projets et propositions de loi ou des textes réglementaires trouvent son origine dans nos groupes de travail. Je donne juste des exemples très simples. Le premier, c'est peut-être le plus spectaculaire, c'est la réglementation environnementale. Nous avons dit, dès que la réglementation thermique 2012 entrait en vigueur, à la demande de l'administration qui m'avait mandaté à ce propos, que le cycle des réglementations thermiques devait cesser. Et nous avons alors ouvert la voie à ce couple énergie-carbone qui caractérise la réglementation environnementale. Et nous avions posé une autre idée qui a été mise en œuvre par le gouvernement, qui est pas de réglementation sans une expérimentation. Et c'est le référentiel E+C- qui avait été mis en place à l'époque par Emmanuel Cos. Et je pourrais multiplier les exemples, mais ce n'est probablement pas intéressant. Donc, premièrement, force de proposition. Deuxièmement, une force de mobilisation, et notamment sur les territoires. Nous avons, et ça a été un peu fluctuant, mais nous avons inventé, avec l'aide du président des régions concernées et du préfet de région, nous avons inventé des plans bâtiments durables régionaux. Le dernier en date qui s'est créé est celui de l'Occitanie, et le premier avait été celui de la Bretagne, qui avait en somme rassemblé les réseaux que nous réunissons au plan national, au plan local, pour déterminer dans le cadre du grand projet à l'horizon 2050 qui avait été construit par le Grenelle de l'environnement, puis par la loi de programmation Grenelle 1 de 2009, comment, compte tenu des particularismes locaux, on pouvait atteindre l'objectif. Et l'expérience, mais qui est une banalité pour des sénateurs proches des réalités territoriales, c'est qu'il y a autant de chemins pour parvenir au même objectif qu'il y a de zones régionales, parce que les cultures, l'architecture, le climat, etc. ne sont pas identiques et conduisent à créer des priorités différenciées. Et le troisième mode d'action du plan bâtiment durable, c'est d'organiser des concertations. Et nous sommes en ce moment ultra sollicités pour cela. J'ai été chargé d'animer l'écriture de la feuille de route à la demande du Parlement, article 301 de la loi climat et résilience, la feuille de route décarbonation du secteur économique du bâtiment. Je suis en ce moment chargé par la ministre de la Transition énergétique d'animer l'écriture du plan de sobriété dans le parc résidentiel et dans le parc tertiaire à l'horizon 2050, donc plan de sobriété 2, comme il est dit. Et voilà, donc je réunis des gens différents, qui sont ceux de nos réseaux, et en mettant des gens différents autour d'une table, mon expérience est qu'on parvient toujours à des consensus. Parfois, ce ne sont pas des consensus très révolutionnaires, parce qu'il faut arriver à rendre compte des différences du groupe, mais on arrive toujours à des propositions. Pour clore cela, j'ai apporté 2 choses. La série des petits ouvrages sans grande prétention, autre que de sensibilisation, que nous publions. Et puis, j'ai fait un petit tour sur le site du plan bâtiment durable pour piocher parmi la quarantaine de rapports que l'on a fait, ceux qui me paraissent intéressants pour éclairer votre mission
Et il suffit de s'y reporter. Il y a juste la page de couverture. Voilà. Peut-être Marie va présenter Effinergie, puis je reprends la parole. Merci. Pour présenter rapidement le collectif Effinergie, vous l'avez dit, on est une association qui a été créée en 2006, qui est aujourd'hui reconnue d'intérêt général et qui regroupe une soixantaine d'adhérents, des collectivités en premier lieu, notamment des régions qui ont été à l'initiative de la création du collectif Effinergie, des acteurs de la filière bâtiment engagés sur ces sujets-là, fédérations, organisations professionnelles, acteurs de la recherche, du financement et des entreprises et des associations. Et notre objectif derrière est de porter collectivement une ambition sur le sujet de la performance énergétique et environnementale des bâtiments et de généraliser les constructions et les rénovations les plus performantes possibles. Sur nos actions, brièvement, vous l'avez mentionné, on porte des labels préfigurateurs. En matière de rénovation, c'est le label BBC Rénovation, qui est un label réglementaire qui existe depuis 2009. Réglementaire puisqu'il est basé sur un arrêté qui définit une partie de ses exigences, complété d'exigences techniques Effinergie. Et c'est ce label qui, je pense on reviendra dessus, fixe en tout cas l'objectif qu'on a collectivement en matière de rénovation à l'objectif 2050. Label qui est en cours d'évolution, je pourrais aussi revenir dessus. Notre objectif à travers les labels, c'est d'abord d'avoir des bâtiments démonstrateurs, des bâtiments exemplaires, d'être en capacité de montrer comment sur l'ensemble du territoire on peut atteindre ce niveau de performance et puis de pouvoir faire émerger des thématiques innovantes, anticiper les futures réglementations et orienter derrière la politique publique. Au-delà des labels, toute cette expertise développée, on la met d'une part au service du retour d'expérience. Vous évoquiez l'Observatoire BBC qui a été créé il y a plus d'une dizaine d'années, qui nous permet de faire remonter l'ensemble des projets qui sont labellisés, mais aussi des projets de construction et de rénovation qui sont accompagnés par des collectivités territoriales, avec l'objectif de mettre à disposition de l'ensemble des acteurs ce retour d'expérience. C'est un site en ligne gratuit, accessible à tous, qui vient alimenter notamment des enseignants lors de formations, mais aussi qui nous permet d'alimenter les pouvoirs publics pour savoir qu'est-ce qu'on est capable de faire ou pas sur ce type de tel et tel type de bâtiment. Et notre expertise, on la met aussi au profit de projets de recherche et d'innovation. Quelques sujets qu'on a en cours en lien avec la rénovation. D'abord, le sujet du BBC par étapes. J'y reviendrai aussi un peu plus tard, mais c'est une expérimentation qu'on a menée depuis plusieurs années avec un certain nombre de partenaires qui nous permet aujourd'hui de définir une méthodologie de ce que peut être la rénovation par étapes. Et je reviendrai que je ne résume pas du tout à la rénovation par geste et on fera le distinguo. On a aussi mené dernièrement une expérimentation autour du patrimoine et de la réhabilitation du patrimoine. Comment atteindre des niveaux de performance élevés lorsqu'on rénove du patrimoine tout en préservant leur qualité patrimoniale. C'était la question qu'on a posée il y a maintenant un peu plus de 3 ans avec là aussi un certain nombre de projets qui nous permettent de faire des recommandations, des orientations sur la façon dont on peut rénover ce patrimoine parce que c'est possible d'intervenir sur ce patrimoine sans le détériorer. Et enfin, des projets autour de la mesure de la performance réelle des rénovations énergétiques performantes au niveau BBC ou équivalent et un accompagnement depuis plusieurs années des sociétés de tiers financement pour les aider à développer leur offre sur l'ensemble du territoire. Donc c'est un bref éventail de nos activités. Les labels sont certainement la partie la plus connue de ce qu'on peut porter chez Effinergie. J'ai tendance à dire que c'est un petit peu la partie émergée de l'iceberg. Il y a beaucoup d'autres travaux derrière qui nous permettent d'alimenter ce travail-là et les référentiels qu'on peut produire. Je reprends la parole, si vous le voulez bien, pour développer rapidement sur le fond l'idée que j'ai envie de transmettre à votre commission. Cette idée, elle se distingue en 2 temps. D'abord, une appréciation sur la situation actuelle, ce que j'ai appelé l'état existant, et puis en un effort de prospective pour voir ce qui pourrait se
passé que j'appelle l'État projeté, pour reprendre des termes qui sont familiers au champ de l'immobilier. Je n'adhère pas du tout à la lecture ou aux propos qu'on entend trop souvent sur le fait que, somme toute, on a raté l'action en matière de rénovation énergétique, qu'il ne se passe rien, que c'est la gabegie, etc. Je ne le pense pas du tout. Et c'est mon première intervention pour montrer les lumières, mais aussi les ombres qui caractérisent la situation actuelle. Et puis ensuite, je vous proposerai deux façons d'entrevoir l'avenir. Une première façon que j'ai appelée l'ajustement, c'est-à-dire on garde les mêmes règles, mais on bouge ici ou là un curseur, on aménage, on améliore, et les voies d'amélioration existent. C'est une des voies possibles. Et l'autre voie que j'appelle de mes voeux, c'est, on appellera ça, les cyclistes appelleront ça le changement de braquet, les cavaliers appelleront ça le changement de pied. On se dit, et c'est là-dessus où je vais peut-être consacrer un peu plus de temps, on se dit que la question de la rénovation du bâti est une question qui va occuper plusieurs dizaines d'années, qu'elle justifie une politique industrielle, et on s'y met. Et c'est ça que je voudrais vous proposer. Alors, sur l'état existant, des éléments de stabilité intéressants. Le premier, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est le fait assez sidérant dans notre organisation républicaine qu'un cap annoncé en 2007, posé en 2009, à l'horizon 2050, demeure et a résisté à toutes les majorités qui se sont succédées jusqu'à aujourd'hui. Il y a bien sûr eu, pour atteindre ce cap, des moments où le vent était plus portant que d'autres, des moments où on a tiré des bords, peut-être quelques moments où on a mis un peu à la cape, mais enfin, l'objectif n'a pas dévié. Je pense que c'est une force inouïe pour notre sujet. Le deuxième élément qui se caractérise par l'observation que 650 000 personnes se sont tournées vers l'Agence nationale de l'habitat pour solliciter MaPrimeRénov' en une année, montre que les esprits ont évolué considérablement, que la question de la rénovation énergétique, elle est maintenant dans les têtes. Et un exemple récent qui montrerait qu'il n'y a pas que les ménages qui ont compris la nécessité de bouger à l'égard de leur bâti. Dans une réunion sobriété à laquelle je participais, on a vu toutes les enseignes Auchan, Leroy Merlin et compagnie venir traduire dans leurs propos le fait qu'ils avaient bien perçu maintenant que leurs clients ne supportent plus de voir de la gabegie, de voir de l'énergie gaspillée, de voir la chaleur qui quitte les lieux parce que les portes ne sont pas fermées, la lumière trop intense, etc. Et comme un seul homme, ils sont tous venus nous dire les efforts considérables qu'ils voulaient mener. Oui, la société a changé et ce sont ces années qui l'ont permis. Dans le même temps, les programmes qu'on a menés, notamment MaPrimeRénov' qui le traduit, ont continué à manifester une attention prioritaire au soutien des plus fragiles de notre société. Les chiffres de MaPrimeRénov' montrent que ce sont principalement les ménages modestes qui en bénéficient. Si je dis cette question, c'est parce que ça a été ma première préoccupation lorsqu'en 2009 j'ai démarré. Vous le verrez dans les travaux qu'on a faits. Le premier groupe de travail était la lutte contre la précarité énergétique et c'est nous qui avons inventé ce qui ensuite est devenu le programme Habiter mieux, qui s'est ensuite transformé au fil des ans. Donc l'idée qu'un plan, qu'une politique publique sur la rénovation puisse se mener sans mettre en priorité les plus fragiles, ceux qui ont froid chez eux,
ceux qui produiront de l'effet rebond, parce que l'économie d'énergie, ou du moins l'isolation de leur bâti, va leur faire consommer l'énergie qu'ils ne consomment pas aujourd'hui, faute de ressources, doit être une priorité en permanence affirmée. Nous avons aussi, c'est encore le plan bâtiment durable, inventé l'éco-conditionnalité des aides en s'inspirant de ce que, à l'époque, la région Basse-Normandie pratiquait. La région distribuait des subventions et avait dit qu'elle ne les distribuerait qu'à des travaux exécutés par des artisans qualifiés. Et on a trouvé que c'était une bonne idée, d'où l'invention progressive de cette certification reconnue garant de l'environnement, dont on peut discuter des faiblesses actuelles. Bonne chose aussi pour moi la fin du crédit d'impôt, de la transition énergétique, qui développait un effet d'aubaine qui m'a paru tout à fait excessif, et je pense que c'est donc une bonne chose de l'avoir abandonné. Bonne chose que la mise en place de France Rénov', aujourd'hui déjà 550 points conseil sur le territoire. Bonne chose d'avoir favorisé un peu de travail collaboratif entre les différentes structures ministérielles et administratives en charge du sujet, la coordination interministérielle à la rénovation énergétique est une bonne invention. Voilà. Et je m'arrête là sur les lumières. Quelques ombres. Bon, les aides trop compliquées, les aides trop versatiles, le statut de la copropriété en chantier permanent, tout cela ne favorise pas une dynamique de l'action, puisque la complexité et le changement incitent à l'attente d'un certain nombre d'acteurs. Les rénovations par geste, à l'égard desquelles j'ai toujours émis des réserves assez fortes, alors je le fais pas publiquement parce que ce n'est pas mon rôle, mais j'ai eu des propos très clairs à l'égard des ministres concernés, en leur disant que je ne croyais pas à cette idée qu'un geste en appellerait un autre, car c'est l'idée de départ qui a été portée. Je pense qu'elle ne se traduit pas dans les faits, que les choses sont plus compliquées que cela et que l'engagement de travaux l'est. Et depuis le début, je porte l'idée de bouquet de travaux, 2 actions ou 3 actions qui permettent de conduire vers la rénovation globale sans en avoir la rigueur. Également, un pilotage public trop morcelé. Aujourd'hui, je m'adresse à une secrétaire d'État pour évoquer le rôle des collectivités territoriales, à un ministre délégué au budget pour évoquer l'immobilier de l'État, à la ministre de la Transition énergétique, au ministre de la Transition écologique, au ministre de la Ville et du Logement. Enfin, vous connaissez cela. Ils ont beau s'entendre, fonctionner ensemble, c'est une complexité probablement. La coordination interministérielle, qui est une excellente idée, n'est pas suffisamment dotée pour peser fortement, me semble-t-il. Et puis, la main donnée aux collectivités territoriales n'y est pas au niveau où elle devrait l'être. Alors, l'État projeté, je vais peut-être passer rapidement sur la première branche de l'alternative, c'est-à-dire ajuster, parce qu'en somme, on voit bien ce qu'on peut régler, comment on peut améliorer les choses. Je vais juste prendre 2 points qui me paraissent être très attractifs. Si les aides restent compliquées, et il est probablement difficile d'en réduire beaucoup la complexité, parce que les émetteurs des aides sont multiples. Ce ne serait pas sous un
sous une aide unique qu'on pourrait mobiliser l'aide de telle intercommunalité ou de la région qui viennent s'ajouter aux aides d'État, par exemple, aux programmes spéciaux qui interviennent. Bon. Donc je pense qu'il faut renoncer à l'idée d'aide unique, qu'en revanche, il faut imaginer l'idée de dossier unique, c'est-à-dire au moins que nous ayons une harmonie des critères qui permettent d'accéder aux aides, au moins que le dossier unique soit constitué par une personne qui évite au ménage de soulever le capot et de voir la complexité du moteur qui est en dessous. On n'a pas besoin de ça pour conduire une voiture. Et je pense qu'il y a là une voie intéressante. L'autre voie qui est tout à fait impérative, la représentation nationale dans la loi climat et résilience a créé une obligation de rénovation pour les bailleurs privés qui veulent le demeurer, puisque les logements énergivores cesseront d'être dans le parc locatif privé s'ils demeurent énergivores. J'acquiesce à ce chemin. Son tempo est soutenu, pour ne pas dire très ambitieux, et il est impératif, sans attendre, de voir quelles sont les mesures nécessaires pour accompagner les bailleurs privés dans cet effort. Je pense notamment à l'idée d'un amortissement accéléré des travaux qui viendrait compléter ce que vous avez décidé dans la loi de finances pour 2023 en doublant le déficit foncier imputable. Je crois que le déficit foncier ne répond pas à tous les cas, mais qu'un amortissement accéléré des travaux parlerait. En revanche, et c'est là-dessus que je termine, mais c'est pour moi l'essentiel, qu'attend-on pour construire une politique industrielle du sujet? Et en somme, je vais l'illustrer par deux observations. La première observation, ce faisant, je dis que l'offre de travaux et de services n'est pas suffisamment performante sur l'ensemble du territoire, ce qui ne met en rien en cause la qualité des personnes qui animent cette offre, mais il y a là un travail tout à fait considérable à mener, porter l'ensemble de ceux qui exécutent les travaux et les services à l'immeuble. En somme, je visionne une industrie immobilière qui va des industriels qui fournissent les matériaux et équipements jusqu'aux gardiens de la copropriété ou du logement social. C'est l'ensemble de cette chaîne, ceux qui construisent, qui rénovent, qui mesurent, qui accompagnent les architectes, etc., mais ceux qui financent, qui assurent, qui maintiennent, qui gèrent les transactions, qui gèrent les biens en location, etc. Il y a une chaîne très grande de personnes, et cette chaîne, que je qualifie d'industrie immobilière, n'a pas fait la mue que d'autres branches de l'industrie dans notre pays ont réalisé. Donc, premier sujet, l'offre. Et deuxième sujet, et c'est probablement la méthode pour parvenir à transformer cette offre, c'est changer la maille d'intervention. Nous n'atteindrons jamais les objectifs que nous nous assignons si nous continuons à raisonner au logement ou à l'immeuble collectif. Le raisonnement, il est celui de la centralité d'une ville, d'un quartier, d'un pâté de maison. Il est celui, en somme, et les 10 ans passés à la présidence de l'ANA m'inspirent sur ce point, de ce que réussissent si bien les opérations programmées d'amélioration de l'habitat, en arrivant sous le rôle d'ensemblier du maire ou du président de l'intercommunalité, donc sous cette direction de terrain, à assurer l'unité de temps, d'espace, et de lieu et d'action qui finissent par emporter tous les gens concernés par cet espace. Et si on se met dans cette voie-là
c'est-à-dire à dire la maille d'intervention, elle est large. On arrête d'accompagner chacun dans son couloir de nage. Les bailleurs sociaux font leurs choses de leur côté, l'immobilier de l'État dans l'autre, les copropriétés. C'est l'ensemble de cette diversité d'immobilier qui est concernée par le projet qu'on emmène, et je garantis que si on fait cela, on va voir les gros du BTP qui pour le moment ne s'intéressent pas à la rénovation énergétique d'un pavillon, voire d'un lotissement, s'intéresser à ces sujets dont l'ampleur sera grande. Et on verra les promoteurs, qui sont d'excellents professionnels, qui peinent aujourd'hui à trouver des parcelles pour ne faire que du neuf, s'intéresser au recyclage de l'existant qui donnera lieu à des extensions de construction en surélévation ou en adjonction du bâti existant. Bref, on aura des opérateurs nouveaux. Si on décide cela, ce ne sera plus un gros mot que d'évoquer la construction hors site, c'est-à-dire la construction modulaire qui se fait en site protégé, qui permet d'accélérer le rythme de construction et d'assurer des chantiers propres. C'est un grand mouvement qui permettra alors de donner aux ménages et aux entreprises qui assureront la rénovation de leurs locaux une garantie de performance qui aujourd'hui ne peut pas être émise faute de trouver une contre-garantie. Mais ça suppose, et c'est les derniers mots, ça suppose que tout le monde s'y mette, qu'on arrive à mobiliser les réseaux bancaires qui sont des grands absents du financement de la rénovation énergétique, malgré les efforts successifs et en vain d'un certain nombre d'acteurs qui ont travaillé sur le sujet. J'ai été mandaté sur le sujet et j'ai échoué, comme d'autres l'ont fait après moi. Et à défaut d'arriver à ce que les réseaux bancaires qui ont d'autres logiques puissent être embarqués, peut-être faudra-t-il se rabattre sur un modèle à l'allemande où une banque dédiée, la KfW, porte le financement de la rénovation énergétique. Peut-être serait-ce une fois encore la Banque des Territoires qui sera mobilisée. Mais on a là un sujet majeur, et notamment la disparition du Crédit foncier de France, du moins sa dilution dans l'ensemble BPCE, a eu comme effet que la distribution qui s'accélérait des éco-prêts collectifs aux copropriétés, qui permettait aux syndics de dire aux copropriétaires « je lisse la dépense sur 15 ans et je m'occupe de tout », le « et je m'occupe de tout » étant très important, se trouve aujourd'hui être réduit à la portion congrue, même si deux organismes continuent à porter cette aide-là. Et puis l'assurance, on a besoin de pouvoir assurer des produits innovants plus vite qu'on le fait aujourd'hui. On a besoin de pouvoir assurer ceux qui émettent une garantie de performance au bénéfice des maîtres d'ouvrage. Voilà, à grands traits, ce que j'évoque. Moi, je crois à la possibilité de ce saut industriel. J'espère que votre commission le suggérera, mais ça supposera alors un pilotage politique unique, une incarnation du sujet et non pas une dispersion de la maîtrise du sujet. Voilà l'alternative qui s'offre à nous. Merci, merci Madame la Présidente. Merci pour vos exposés et la vision assez large du coup que vous avez pu développer. Peut-être une petite remarque, c'est vrai que sur les zones d'ombre et de lumière, je partage moins sur la lumière, on va dire, sur le fait que, à la fois je suis d'accord avec vous sur le fait qu'on ne peut pas dire que rien n'a été fait, il y a des orientations qui sont très fortes, il y a des objectifs qui ont été mis, il y a des moyens aussi, on voit bien qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de politique publique qui soit mise en place, mais c'est vrai qu'on peut se dire aussi que le résultat il est loin et très loin de ce qu'on pourrait attendre, et en tout cas on est très loin des objectifs qui sont atteints, et pour la raison justement de se pencher sur la question et de se dire pourquoi justement on n'arrive pas à atteindre ces objectifs, et en tout cas que si on suit cette trajectoire ça risque d'être très long et trop long, quoi.
Non, peut-être par rapport à ce que vous avez dit, peut-être plutôt à la fois sur la fin. Moi, il y avait quelque chose qui m'intéressait, peut-être que vous pouvez peut-être plus développer, c'est comment vous voyez la place justement des collectivités territoriales. Parce que je pense, enfin moi, ça me paraît aussi fondamental d'agir en proximité et que en plus on n'agit pas de la même manière suivant le type de territoire. Et donc la place justement des collectivités territoriales à travers des plateformes de rénovation dont on a déjà vu, enfin voilà, tout l'intérêt, et de voir comment du coup on pouvait s'appuyer justement sur ces collectivités. Peut-être deux questions plus techniques, mais je sais que vous avez un petit peu travaillé sur la question à la fois sur les DPE et l'évolution du DPE tel qu'il est, puisqu'on sait que c'est un outil indispensable, puisque ça... C'est un peu sur cet outil-là dont on va se baser pour toutes les politiques publiques qui seront mises en place. Et donc peut-être votre regard sur l'évolution du DPE, et en tout cas tel qu'il est actuellement. Et puis également sur le label RGE sur les entreprises. Et puis ça me permettra de terminer sur ce que vous avez dit sur la politique industrielle, mais pareil sur le RGE. C'est vrai qu'il y a un choix qui a été fait en France de plutôt partir sur une labellisation et d'entreprises dont on s'aperçoit qu'il y a quand même des limites, puisque on voit que c'est pas non plus un label très, très complexe à obtenir. Mais d'un autre côté, on s'aperçoit aussi qu'il y a plein d'entreprises qui ne sont pas forcément labellisées, qui cherchent même pas forcément à l'être, alors qu'elles pourraient aller sur ces marchés-là. Et voilà. Et donc peut-être une réflexion sur le fait de est-ce qu'on n'aurait pas plutôt intérêt à travailler sur l'obligation de résultat, quoi, et donc du coup d'avoir plutôt un contrôle en fin de chantier qui permet de réellement s'assurer que les travaux sont correctement réalisés, alors que là actuellement on fait l'inverse, quand on dit on labellise une entreprise en se disant que parce qu'elle est labellisée, les travaux seront réellement faits correctement. Et puis sur ce que vous disiez sur la politique industrielle, moi je partage assez, enfin l'idée en tout cas de dire que si on veut arriver aux enjeux qui sont face à nous, et si on veut le faire à grande échelle et assez rapidement, ça veut dire que derrière on a toute une filière à mettre en place, et que même si on met de l'argent comme ça, on sait bien qu'il va falloir à la fois les entreprises, à la fois la formation, à la fois les matériaux, et se pose aussi la question justement des filières global qu'on peut mettre en place, mais peut-être plus spécifiquement sur la question des matériaux, parce que là c'est pareil, je pense que localement on peut, à la fois sur la question des matériaux biosourcés, sur comment on peut mieux produire des matériaux localement. Je pense que ça c'est un vrai enjeu, parce que derrière il y a tout un développement aussi économique, à la fois des emplois, et puis peut-être sur la question des matériaux biosourcés aussi, il y a la question du carbone. Puisque c'est vrai qu'actuellement, je crois que 90% des matériaux qui sont utilisés sont des matériaux issus de l'industrie pétrochimique. Et à l'inverse, on sait que si on travaille sur la paille, le chanvre, enfin peu importe, enfin sur l'ensemble des matériaux biosourcés ou le bois, en même temps, c'est une manière de capter du carbone, et donc du coup qui pourrait aussi être rémunéré et qui pourrait permettre aussi d'alimenter cette filière. Donc, voilà. Si vous le permettez, je laisse le soin à Marie Gracia de répondre à ces questions, et j'apporterai peut-être un contrepoint, mais elle les maîtrise bien. Merci. Alors, pour reprendre dans l'ordre vos différentes questions sur d'abord les collectivités territoriales, où leur place et leur rôle est central en matière de politique publique sur la rénovation énergétique. Ce sont elles qui, bien avant que l'État se fixe des objectifs et mette en place des dispositifs, ont lancé des politiques publiques à l'échelle de leur territoire, des objectifs ambitieux qui continuent de les porter aujourd'hui. Et si on peut se satisfaire d'avoir certes un très faible nombre, mais d'avoir des rénovations performantes aujourd'hui, ça ne se ferait pas si elles n'avaient pas mis cet accompagnement, un accompagnement des ménages. Vous évoquiez les plateformes territoriales de la rénovation énergétique et plus largement le service public, mais aussi un accompagnement financier où il y a une incitation réelle sur le niveau de performance des rénovations, et ce qui permet d'avoir un vrai levier incitatif sur le financement. Sur le service public de la rénovation énergétique, il est essentiel dans le rôle de tiers de confiance qu'il peut apporter aux ménages, et on sait bien que d'autant plus aujourd'hui où on se retrouve dans une situation où on a des éco-délinquants qui sont certes une minorité mais qui font énormément de tort à la filière de rénovation énergétique. On a besoin d'avoir ce tiers de confiance qui puisse
accompagner le ménage, le rassurer tout au long de sa prise de décision, mais aussi aller plus loin, accompagner les travaux, et ça fait partie de ce qui peut en assurer la performance et la qualité à terme. Sur le service public, il se déploie, il va plus loin qu'il n'a pu être au fur et à mesure, et Philippe évoquait le nombre d'espaces conseils aujourd'hui sur le territoire, mais il reste quand même des questions sur son financement. À la fin de l'année, le financement actuel à travers le programme C2E SAR, cofinancé par les collectivités territoriales, s'arrête. Ça veut dire que dans 9 mois, on ne sait pas comment sera financé ce service public, alors même que les collectivités attendent d'avoir des orientations de l'État pour pouvoir enclencher en fonction les cofinancements adéquats ou pas, et savoir quelles sont les orientations qui seront données. Donc on a là un outil qu'on a construit au fur et à mesure des années, qui a fait ses preuves et qui nécessiterait d'être en tout cas stabilisé dans le temps, sans avoir l'inquiétude de savoir si dans 9 mois on doit renvoyer les conseillers qui sont sur les territoires aujourd'hui. Ça me permet d'aussi compléter avec le volet accompagnement que je vais relier à la question que vous posiez sur finalement les résultats en termes de travaux et la performance atteinte. Quand on a des projets de rénovation qui sont accompagnés, aujourd'hui notamment par les dispositifs publics et du service public existant, on a la preuve qu'à la fin, la performance est au rendez-vous. Parce que les choix de travaux auront été les bons. Ils seront faits avec les bons niveaux d'ambition, avec une rénovation globale et performante qui sera projetée dans le temps. Les financements auront pu être trouvés et complétés. Et surtout, l'accompagnement va au-delà du choix des travaux, mais bien pendant les travaux jusqu'à la réception. Et c'est là une preuve de sa nécessité. Là aussi, un certain nombre de questions sur le financement, notamment de mon accompagnateur Rénov' et son déploiement pleinement opérationnel qui doit arriver prochainement. Deuxième point que vous évoquiez, c'est sur le DPE. Le DPE est un outil formidable et qui est peut-être celui qui a le mieux fonctionné, puisqu'aujourd'hui c'est le seul qui est connu par l'ensemble des Français sur le sujet de la performance énergétique. Peut-être pas connu pour les bonnes raisons si on se fait les épisodes de ces derniers mois. Pour autant, dans son rôle initial pour lequel il a été inventé, c'est-à-dire un outil de sensibilisation à la performance énergétique de son logement, il fonctionne. Il a été fiabilisé, il y a eu une réforme nécessaire pour pouvoir appliquer la même méthode à l'ensemble des bâtiments, quelle que soit leur année de construction. Mais en tout cas, dans ce rôle-là, il joue aujourd'hui pleinement son rôle, il sensibilise, permet de situer la performance de son logement et de prendre conscience. Par contre, on lui a donné un rôle aujourd'hui qui dépasse largement le cadre initial de la sensibilisation des ménages. On lui a donné un rôle pivot dans l'ensemble de la politique publique de rénovation énergétique, qui est peut-être trop lourd à faire porter sur ce seul outil. En tout état de cause, ce n'est pas un outil qui a été conçu pour concevoir des projets de travaux, et c'est là une question autour de l'audit énergétique réglementaire et des audits incitatifs qui utilisent la même méthode mais qui ne permettent pas forcément d'aller sur les bons chemins. Donc voilà, c'est dans son état initial, je pense qu'il remplit son rôle, mais attention à vouloir adosser toute la politique publique, notamment quand on connaît encore aujourd'hui les problèmes dans sa réalisation et la fiabilité qu'il peut avoir sur le terrain et les problèmes qui sont assez largement remontés. Et enfin, peut-être pour revenir sur les derniers sujets, sur RGE et la question de la qualité de l'offre, c'est certain que nous ne sommes pas au niveau. RGE a permis d'enclencher une dynamique qui était celle d'avoir une formation d'un nombre important d'artisans et de professionnels. Mais aujourd'hui, ce n'est pas suffisant et il y a certainement une réflexion à mener pour, d'une part, arrêter la baisse au fur et à mesure des années du nombre de professionnels qui sont qualifiés RGE et puis ensuite se concentrer au bon endroit. Je regardais avant cette audition le nombre de professionnels RGE qualifiés rénovation globale. Il y en a moins de 300 sur l'ensemble du territoire.
je ne vois pas comment, sur ce constat, on peut aller au niveau. Et surtout, RGE concerne les personnes qui font les travaux, qui sont essentielles, mais il ne faut pas oublier tout ce qui va être du rôle de l'accompagnement, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'œuvre, où là aussi on a un sujet d'une offre suffisante sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, des particuliers qui veulent se lancer sur des travaux ont du mal à trouver un bureau d'études qui va leur faire le bon audit et les amener sur le chemin d'une rénovation énergétique performante. C'est déjà une réalité. Si demain, on met réellement les moyens qu'il faut pour atteindre nos objectifs, c'est-à-dire une rénovation globale et performante et d'aller vers le niveau BBC, on voit bien qu'on manque de professionnels qualifiés pour faire ces études et faire la bonne planification des travaux. Et je ne pense pas que le fait de permettre aux diagnostiqueurs immobiliers de réaliser l'audit énergétique réglementaire réponde à cette question aujourd'hui. Donc, il y a un effort là-dessus à faire. Et dernier point que vous évoquiez, les matériaux biosourcés, la question de l'empreinte carbone. C'est effectivement un sujet qui reste à déployer. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de collectivités, notamment, déjà soutiennent le développement des filières locales de matériaux biosourcés, géosourcés, et essayent d'inciter, en tout cas, à leur mise en œuvre. J'ai l'exemple de la région Normandie, par exemple, qui a mis un bonus sur l'utilisation de matériaux biosourcés sur la rénovation énergétique, où on voit bien que dans les résultats qu'il peut y avoir, ce bonus, il est ce qu'il est. Pour autant, il incite sur des rénovations à aller chercher ces matériaux. Donc, c'est un sujet de développement qu'il va falloir accompagner dans sa montée en puissance avec la montée en puissance du nombre de rénovations pour pouvoir être au rendez-vous et répondre. Mais je me permets juste un petit complément sur ça, en élargissant un tout petit peu la question du carbone en rénovation. On a aujourd'hui, dans le discours en tout cas de l'État, une volonté très forte d'aller sur la décarbonation en rénovation. Et à juste titre, on a un besoin et des objectifs en matière de neutralité carbone à l'horizon 2050. Et c'est essentiel que la filière du bâtiment y réponde. Pour autant, il ne faut pas que le sujet de la décarbonation oublie celui de l'efficacité énergétique en matière de rénovation. Il est essentiel que les deux fonctionnent ensemble. Quand on a retravaillé sur le label BBC, on y a introduit des mesures qui nous permettent de parler de basse consommation et bas carbone. Les deux doivent aller ensemble et la rénovation énergétique ne peut pas se résumer à décarboner les énergies utilisées dans le chauffage, ce qui est aujourd'hui un petit peu trop le cas. Et si je peux ajouter un mot à ce propos, je pense que nous allons évoluer assez vite dans l'acception que nous donnerons au mot rénovation. Vous auriez créé cette commission il y a 5 ans, vous auriez parlé probablement de rénovation thermique. Vous parlez aujourd'hui de rénovation énergétique en élargissant la maille à la fourniture d'énergie et sa maîtrise sobre. Je pense que très vite, dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, votre prochaine commission sur le sujet parlera de rénovation environnementale parce que, comme le dit Marie, la question du carbone va cheminer peut-être plus vite que les politiques publiques. Et moi, je crois que le sujet, en réalité, est encore plus ample et que le couple construction-rénovation qu'on a cherché à séparer, à scinder, etc., est un couple en réalité assez proche. Et si on veut mener une politique industrielle, c'est sur l'ensemble qu'il faut jouer. Et de même, quand on se préoccupe des personnes qu'on loge ou qui viennent travailler dans ces locaux, la question de la qualité énergétique, la question de la sobriété environnementale du bâti, elle doit être mariée avec la question de la santé des occupants et la question de l'adaptation du logement au vieillissement des habitants. En somme,
je crois que le champ de vision doit être élargi. La rénovation énergétique est une partie du sujet. Mais par exemple, j'ai l'intuition que si, comme prévu, l'année prochaine, MaPrimeAdapt est distribuée et qu'on a, de manière intelligente, articulé MaPrimeAdapt avec MaPrimeRénov', c'est par l'adaptation que des personnes âgées qui n'ont pas le courage de se lancer dans une action énergétique traiteront l'adaptation parce qu'elle met en cause leur maintien dans les lieux pour leur vieillesse, et ce point-là est considérable pour elles, et c'est probablement à nous de faire en sorte d'embarquer la performance énergétique à l'occasion de l'adaptation du logement. Il y aura là une entrée dans le sujet qui sera probablement plus vigoureuse que la simple entrée énergétique. Un ministre que vous avez interrogé, Emmanuel Vargon, disait qu'on ne se réveille pas le matin en disant qu'on va faire une rénovation énergétique. Probablement qu'elle avait raison. Et plus on est âgé, plus la complexité de la rénovation d'un bien en site occupé est une question majeure. Très bien. Monsieur le rapporteur, d'autres questions? Non. Non. François, non? Je voulais vous demander vous avez parlé de l'instabilité excessive du statut de la copropriété, qui est un des problèmes importants, parce que pour faire une rénovation, que ce soit les copropriétés dégradées au début ou toutes les copropriétés, c'est très compliqué. Quelles sont les solutions que vous verriez pour qu'on sorte de ce problème? Parce que là, on avancerait quand même, il y a pas mal de copropriétés. Et la deuxième question, je trouve que l'idée de la filière industrielle de la construction est une excellente idée. Et ce serait très intéressant, parce que ce serait très intéressant pour notre industrie, parce qu'on aurait un modèle industriel avec de la production industrielle, etc. Bon. Et on aurait aussi, ça stimulerait aussi la recherche sur les matériaux et procédés. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui m'a intéressé. Voilà. Je commence par répondre à la dernière question avant de revenir à la première. Sur la dernière question, j'ai mentionné à la fois comme une faiblesse et comme un espoir la recherche et développement dans ce secteur qui est d'une pauvreté insigne. Des industriels, des grands industriels ont un pôle R&D, mais l'ensemble de la filière ne réfléchit pas. Et on est dans une logique de récurrence, on fait comme faisaient les anciens. Et on y trouve d'ailleurs une qualité à l'égard de ses clients. Je pense qu'on doit pouvoir ménager l'expérience des anciens, mais aussi entrer dans un monde plus innovant qu'il est compliqué d'envahir, parce que l'innovation est, je l'ai évoqué d'un mot, difficile à assurer. En France, l'innovation éprouvée dans un pays étranger de notre Europe est reçue en France avec beaucoup de prudence et de besoin d'avis techniques supplémentaires. Donc on a là tout un travail d'un regard plus accueillant à l'égard de l'innovation pour conduire ces développements. La première observation que vous m'avez... Voilà, sur la copropriété. Alors, d'abord, j'ai une attitude du juriste que je suis, c'est de ne toucher que d'une main tremblante aux lois en vigueur. Ensuite, je veux vous faire état de deux expériences. La première, un nombre excessif de syndics de copropriété qui m'ont dit: le jour où tu arrêteras de changer la loi, ce jour-là, on s'y mettra. Alors, c'est un artifice pour montrer le peu d'envie de se saisir du sujet estimé trop complexe, mais c'est un artifice qu'il ne faut pas favoriser. Nous avons beaucoup changé cette règle. Et la deuxième expérience, c'est celle des jurys que je préside régulièrement, et dont un qui concerne l'espace métropolitain francilien, mené par l'Agence parisienne du climat,
qui récompense des copropriétés qui ont réussi à progresser. Eh bien, on voit de très grosses copropriétés, des copropriétés plus petites, occupées par des gens dont la qualité principale n'est pas d'être riches, et on voit des gains de 50 à 60% d'économie d'énergie réalisés par les travaux qu'ils arrivent à financer. Donc oui, ça fonctionne. Alors quelle est la clé? C'est un syndic qui a compris que ce n'est pas seul qu'il pourrait mener la barque, et il constitue une équipe projet dans laquelle il y a le bureau d'études, l'architecte, celui qui sait parler aux copropriétaires et leur expliquer en 3D ce que sera l'immeuble de demain, l'économiste l'économiste de la construction, qui fait une sorte de projection de ce que sera l'économie d'énergie qui permettra en partie de financer ça. C'est un travail lourd, mais quand on remet un prix, monte sur la tribune, ça se passe à l'hôtel de ville de Paris, ça fait 3-4 fois que je préside ce jury, monte à la tribune 15 personnes. 15 personnes. Il y a le président du conseil syndical, bien entendu, le syndic, mais des quantités de gens qui ont été partie prenante de cette œuvre collective. Donc oui, ça fonctionne. Et donc ma recommandation aujourd'hui, c'est de dire que la loi de 2010 et les aménagements faits dans Allure et dans Élan suffisent à donner un arsenal juridique qui permet de faire fonctionner la rénovation d'une copropriété. Voilà. Alors on peut toujours rester dans ce rêve de la France qui est celui de l'excellence de la loi qui favorise tout tellement elle est bonne. Je pense que la vraie vie montre qu'on peut s'accommoder de lois qui sont de bonne facture, même s'il y a encore quelques aspérités. Écoutez, merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la Directrice. Nous avons fait partager non seulement voilà, l'état actuel, mais aussi de nous avoir donné des préconisations sur l'état projeté et l'état futur. En tout cas, on l'utilisera avec bon escient dans le cadre de nos travaux. Merci. Et on vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup.